Merci beaucoup, professeur Warzazi. C'est un honneur pour moi d'être avec la communauté des neurochirurgiens. Je remercie le bureau de la Société marocaine de neurochirurgie de m'avoir invité de faire part sur la thématique de la chirurgie de l'épilepsie. Donc avant tout, je tiens à vraiment rendre hommage à nos maîtres qui ont instauré la chirurgie d'épilepsie au Maroc, le professeur Al-Khamlechi, le professeur Ouazzani. Je tiens vraiment à avouer leur rôle à l'échelle nationale, africain également. Je tiens à remercier mes maîtres professeur Chaoui, professeur Chakour, qui nous ont épaulés pour démarrer la chirurgie d'épilepsie à Fès, au début avec professeur Agouri. Actuellement, on continue l'aventure de la chirurgie d'épilepsie avec professeur Bezgmout et professeur Lakhdal. Sans tarder, et également à l'occasion de la journée nationale de lutte contre l'épilepsie. Je vous souhaite une bonne journée, Inch'Allah, une bonne école. À mon tour, je vais parler essentiellement de l'exploration préchirurgicale des épilepsies focales pharmacorésistantes. Et je tiens à remercier professeur Chakour et professeur Jiden qui m'ont facilité la tâche pour faire l'exploration vidéo-EEG, l'exploration clinique. Comme vous le savez, le taux de pharmacorésistance il s'élève à 20-30%. Le bilan préchirurgical est vraiment une étape essentielle avant la chirurgie. Si un chirurgien veut opérer un malade sur une lésion à l'imagerie, il a une chance, une fois sur deux, de réussir sa chirurgie. D'où l'intérêt de l'étape préchirurgicale. Vous ne pouvez pas se passer de nous. L'intérêt du bilan préchirurgical, c'est identifier les régions qui devraient être réséquées, détruites ou déconnectées, rendre le patient libre de crise. Et là, on rend hommage aux neurochirurgiens, parce que nous, avec tous nos médicaments, les résultats de la chirurgie l'emportent par rapport au traitement médical, d'accord, et minimiser les troubles neurologiques ou de déficit neuropsychologique. Un petit mot avant, je reviens sur la terminologie, et là je félicite le professeur Jiden sur d'avoir fait appel à la langue maternelle. Et là, on a fait une étude parce que vous savez, le nom qui est connu, le mot Sara. Vraiment, on a un problème avec ce mot. Ce qu'on a fait, on a fait une enquête à l'échelle nationale et on a proposé les noms suivants. L'épilepsie, ou l'épilepsia, اعتلال كهربائي للدماغ, اختلاج Sara. On a gardé le mot Sara. Et vous voyez sur cette enquête que la majorité refuse le mot Sara. D'accord? Et les deux mots qui sortent, c'est l'épilepsie et l'I'tilal Kahraba'i. On voit que les malades préfèrent de dire Andi l'épilepsie que de dire Andi Sara. D'accord? On a trouvé aussi que l'I'tilal Kahraba'i al-Dimar, c'est un mot qui ressort. C'est juste. Et on a analysé ceux qui ont choisi cette terminologie et qui ont voulu changer la terminologie. On a trouvé que les gens de plus de 35 ans, également les gens qui ont un niveau intellectuel important, un niveau d'instruction important, mais spécialement les patients qui refusent cette terminologie. Et depuis, on a fait un papier et on adopte le mot épilepsie ou l'I'tilal Kahraba'i, et vu l'officialisation de la Mazir à Goulil, avec après avis de l'Institut national marocain, Et je reviens à notre sujet. Opérer, ça veut dire repérer la zone épileptogène. Repérer la zone épileptogène qui a une histoire. Depuis Jasper, qu'il a défini comme l'observation de pointes aux d'ondes aiguës sur une surface corticale, ne signifie pas nécessairement qu'il représente la zone
de décharge épileptique. Sinon, on opérait tous les malades à la base de l'EEG standard. Après, c'est Bonco et Talerac, donc après l'avènement de la SEEG, le site, donc ils définissent la zone épileptogène comme le site des débuts et d'organisation initiale des crises épileptiques. Mais ça reste toujours mal défini, incomplètement défini, et c'est vraiment la définition de Ladders qui est vraiment pragmatique et qui va nous aider vraiment à aller plus loin. Donc c'est la zone minimale, c'est une définition neurochirurgicale, minimale du cortex qui doit être réséquée, inactivée ou complètement déconnectée pour rendre le patient libre de crise. Donc, là, on la schématise ici, donc les travaux de Ladders. Vous voyez qu'on a une zone de sémiologie, une zone de propagation. On a une zone héritative qu'on voit à l'EEG. On a une zone ictale qui est définie par la vidéo-EEG, la SEEG. Mais imaginez que malgré tous ces moyens pour détecter le début de crise, la zone épileptogène reste encore moins petite. Donc soyez sûr que quand vous enlevez du cortex, vous enlevez un petit peu de cortex normal. Là, l'intérêt. Pourquoi donc cette chirurgie ? Et là, c'est vraiment frappant de dire que, voilà, donc pour arriver à la neurochirurgie, on a une moyenne de 20 ans. On a une moyenne de 20 ans, même dans les pays occidentaux, dans les pays occidentaux. D'accord ? Donc, et là aussi, un élément important, c'est que ce n'est que 1% qui arrive à l'exploration préchirurgicale. Ça veut dire que vous ne opérez que 1% des malades. Donc, vous avez un grand travail qui vous attend. Là, donc, je schématise ce qu'on fait donc, pour arriver à la zone épileptogène. On a la clinique, l'IRM avec l'IRM fonctionnel, la vidéo-EEG, le bilan neuropsychologique. C'est souvent suffisant pour arriver à la chirurgie. Suffisant. Donc, la phase 2, c'est la minorité des malades, mais c'est une méthode qui est vraiment... Donc la vidéo-EEG va nous aider à localiser, à identifier les débuts de crise, l'origine bilatérale ou multiple, mais aussi le diagnostic différentiel également, donc faire le diagnostic différentiel. Là, donc avec ces moyens, donc on peut arriver à la chirurgie ou récuser la chirurgie. Sinon, on peut avoir d'autres méthodes comme l'EEG haute résolution, l'IRM fonctionnel avec donc, les méthodes développées, et le PET scan ou le SPECT. Moi, je vais insister donc, sur la vidéo-EEG avec donc, l'IRM, ça a été bien exposé, donc, comme vous l'avez vu. Là, je commence par cette patiente, et vous allez voir l'intérêt de la vidéo-EEG dans le diagnostic différentiel. Donc, on a une épilepsie résistante depuis l'âge de 5 ans avec des généralisations. Patiente qui a essayé beaucoup de médicaments et il fait 2 à 4 crises par mois. Donc, vous voyez, donc, la patiente, il a une modification de la mimique, d'accord ? Voilà, un mouvement du membre supérieur droit, un automatisme, une dystonie, donc on va voir par la suite du membre supérieur gauche. Et on a vu la décharge donc, du côté droit, donc une déviation latérale de la tête et des yeux. Voilà, on voit très bien la latéralisation de la décharge du côté droit. Donc vous voyez, là donc le technicien arrive donc il découvre la malade, il est en train de l'interroger, la patiente ne répond pas. Voilà, donc c'est une patiente chez qui on a donc une sclérose de l'hippocampe du côté droit. Donc là, c'est facile, on
foyer unique, une congruence donc clinico-radiologique et la chirurgie. Là, c'est un patient, Saïd Frickel. Vous voyez, Saïd et Frickel. Frickel, vous voyez, hein? Donc, 33 ans, il a une épilepsie depuis l'âge de 8 ans, donc vraiment qui est avec une sémiologie temporale, sous plurithérapie, mais il fait beaucoup de crises, d'accord, par mois, au moins une crise par semaine. Donc, ce patient, on a fait le EEG et on a trouvé un foyer temporal, d'accord, à l'EEG intercritique. On a enregistré, voilà, donc vous voyez très bien les pointes, d'accord, en opposition de face sous T5, vraiment latéralisé du côté gauche, d'accord. Là, la crise, on enregistre la crise vraiment qui démarre sur la ligne temporale, vous voyez, donc, et qui reste latéralisée au niveau temporal. Donc, ce patient, donc, normalement, c'est un syndrome HHE, et vous voyez, opérer un malade HHE sans SEG, c'est pas évident, n'est-ce pas? Donc, mais nous, la conviction qu'on a eue, clinique, radiologique, et également la vidéo EEG nous a permis d'opérer le malade. Et vous voyez, donc c'est un syndrome HHE. Et là, avec ce qu'a dit le professeur Giden, voilà, j'ai jamais remarqué ça qu'après aujourd'hui. Une hémiatrophie cérébelleuse. Donc je la vois la première fois. D'accord? Donc c'est un patient qui a eu sa lobectomie temporale. Donc on a eu ce courage, cette aventure de l'opérer sans SEEG, avec les arguments de la vidéo EEG, les arguments cliniques. Voilà, donc le patient, après 6 mois, il arrive, voilà, on voit des blessures, on est vraiment effrayé, donc vous vivez beaucoup ces situations. Hein? Le patient, est-ce que c'est une crise ou pas? Vraiment, on a eu un tremblement, d'accord, mais après l'interrogatoire, il a été effrayé par un chien. D'accord? Donc ce patient est libre de crise depuis 7 ans. Vous voyez donc, sa photo, il est souriant, content. Hein? Vous le voyez? Mais sa maman n'est pas contente. C'est une patiente qui a un rendez-vous de chirurgie vésiculaire, c'est pour soi. Donc, voilà. Je vais parler du diagnostic différentiel. Donc là, une patiente de 43 ans, donc, qui faisait de crises un petit peu atypiques. Donc vous voyez, vous allez voir sa crise. Donc voilà, donc la crise qui démarre. Donc vous voyez sa mimique hein, qui change. Voilà, il n'est pas contente. Voilà. Là, donc, c'est vraiment l'intérêt du diagnostic différentiel. Donc, sa fille qui est en train de la consoler. Voilà. Alors, épilepsique ou psychogène? Selon la sémiologie, est-ce que épileptique ou psychogène? Donc, vraiment, on a l'impression que c'est des psychogènes. D'accord? Mais quand on fait la vidéo EEG, voilà, ce n'est pas du psychogène, c'est vraiment des crises temporales. Voilà, on a la décharge donc, latéralisée du côté droit.
D'accord. Pardon. Donc, on voit la décharge, pardon, à gauche, désolé, donc il se propage à droite. Donc, c'était une vraie épilepsie temporale. Donc, et également là, on a une sclérose, voilà, gauche, d'accord. Donc, vous voyez une sclérose nette à gauche. Voilà, ça c'est un patient de 30 ans qui faisait des crises généralisées très fréquentes, d'accord, chez qui, donc depuis l'âge de 12 ans, et il avait un antécédent de fièvre avec trouble de conscience à l'âge de 3 ans. Il est sous polythérapie et malgré ça, il fait des crises frontales et surtout des crises avec chute, vraiment handicapantes. Donc on l'a enregistré, il faisait des crises avec rotation et chute. On a fait l'EEG et son EEG, il montre des anomalies vraiment diffuses, bilatérales. Et à l'avis du EEG, on n'a pas pu latéraliser. Donc c'est vraiment des crises très diffuses. On n'arrive pas à localiser le foyer épileptogène. Et vraiment, la mère était très, très insatisfaite, surtout du côté des chutes. Donc, il demandait d'arrêter les chutes. Voilà. Et voilà son imagerie. Donc, il a des lésions bilatérales, d'accord, avec une hémiatrophie, une lésion frontale contralatérale. Donc, ce patient, donc, avec foyer large, donc chirurgie non curative. Et vraiment, c'est un patient qui a eu de la callosotomie, donc avec un résultat très satisfaisant sur les chutes. Il continue à faire des crises, mais sur le plan qualité de vie chute, on a un résultat satisfaisant. Donc là, on va continuer par l'exploration du langage. Je ne vais pas me répéter, donc tout a été dit. Juste citer, donc il y a l'IRM fonctionnel aujourd'hui qui peut vraiment résoudre la majorité des problèmes. Et le test de VADA au besoin, donc l'anesthésie d'un hémisphère en péropératoire. L'exploration périopératoire, là on l'a fait peu dans la chirurgie d'épilepsie, surtout dans les chirurgies de gliome. Voilà, là une patiente également de 35 ans qui avait une épilepsie frontale résistante. On a trouvé une dysplasie frontale large. On a fait une IRM fonctionnelle par langage. On a vu un transfert du langage du côté contralatéral. C'est un patient qui a été opéré, mais donc le résultat de la chirurgie était vraiment insatisfaisant. Mais le langage, on n'a pas touché le langage, il est resté satisfaisant. Là, un patient de 26 ans, on est dans le cadre d'une épilepsie temporale droite, avec des crises fréquentes, une polythérapie et une IRM normale. Là, on est dans un cadre avec l'IRM normale. Dans ce cas, donc, on a enregistré le malade, on a trouvé des pointes vraiment latéralisées à droite, au niveau temporal. On a fait donc la vidéo EEG, et là c'est l'EEG ictal, avec une latéralisation nette, donc des crises avec sémiologie temporale typique. Voilà, donc ça reste latéralisé toujours à droite. Voilà, on est devant un foyer unique, mais avec une IRM normale. À ce moment-là, on peut céder, par exemple, du PET ou de l'IRM ASL, et l'IRM ASL, ça peut, dans l'avenir, substituer le PET scan. Donc, le patient n'a pas eu le PET scan. Mais nous, on était très convaincus de la vidéo EEG, de la sémiologie. Le patient a été opéré et on a un résultat très satisfaisant. Donc, il garde de rares crises. Donc, on n'a pas eu un grade 1A, mais on a un grade 2B avec de rares crises qui est satisfait. Le patient est très satisfait et les crises sont devenues très rares. Le bilan neuropsychologique est une étape également importante. Un bilan préopératoire, un bilan post-opératoire pour voir le profil du malade, ses faiblesses, ses forces, afin d'orienter l'orienter la rééducation éventuelle, voir les bénéfices
de l'arrêt des crises, les déficits liés à la chirurgie. Voilà le protocole qu'on fait donc, avec notre équipe. Là, donc c'est un test de MoCA, on l'a fait devant tout déficit cognitif, on en fait même pour la maladie d'Alzheimer, et c'est global, c'est oriental, c'est un test qu'on a validé. Donc on a une version Darija, le NDDI, donc toujours Darija, la langue maternelle, et aussi on traduit même en amazigh. Voilà, donc le testing, on peut parfois pour les patients qui sont illettrés, on peut faire des choses très simples. Là aussi, on s'intéresse à la neuropsychologie dans la vie du EEG, c'est-à-dire au moment de la crise, et c'est très instructif. Donc, on fait avant la crise, au cours de la crise, c'est-à-dire que le médecin qui est là, le résident ou l'infirmier, comment examiner le malade, c'est très instructif en matière de bilan neurologique et neuropsychologique. Donc, je vais dire un petit mot sur la mémoire, parce que beaucoup de patients, donc la hantise pour le malade, c'est d'avoir des troubles de mémoire post-opératoires. Et là, vous voyez que l'effet de l'épilepsie sur la fréquence des crises, les traitements, la durée, ça c'est les facteurs de risque du déclin amnésique. Quand vous opérez l'hémisphère dominant, quand la mémoire est normale avant la chirurgie. Donc on a un risque d'avoir des troubles de mémoire post-opératoires. Quand il y a un déficit cognitif associé, attention, langage, QI. Également, l'âge au moment de l'intervention, après 30 ans, vous avez des risques d'avoir des troubles de mémoire. Et le sexe est plus marqué chez les hommes que les femmes. Donc le PET scan, voilà, avec les séquences ASL, l'hypométabolisme, ce que je veux dire, c'est que l'hypométabolisme est souvent corrélé au déficit neuropsychologique. Ça veut dire que vous allez voir l'hypométabolisme plus large, ici par exemple presque hémisphérique, mais là on voit que la lésion c'est une sclérose de l'hippocampe. Donc l'hypométabolisme corrélé au déficit cognitif, il est plus large que la lésion. Il a un intérêt dans les IRM normales. Là voilà une patiente donc, avec une double sclérose de l'hippocampe, et on a une latéralisation des crises à gauche. On a fait, et là vous pouvez améliorer la sensibilité de votre imagerie en fusionnant les séquences PET avec les séquences IRM, et c'est plus facile avec peut-être les séquences ASL. Donc vous voyez l'hypométabolisme, là, il est plus net du côté gauche. Là également, vous voyez, donc, avec les traitements, on peut faire même un ensemble de malades donc, pour une étude, pour voir donc, le PET pour une série de malades. Donc là, je passe ce patient. Donc, vous voyez, je sais pas, j'ai encore du temps. Donc, vous voyez, ce patient, il faisait au début nystagmus, d'accord, avec une crise de sémiologie temporale, d'accord. Voilà, il se frotte le nez du côté droit, c'est un signe ipsilatéral. On a vu très bien la décharge du côté droit, d'accord. Mais ce patient, donc, à l'imagerie, on a trouvé une lésion plutôt postérieure, interne, voilà. Donc là, on est devant une discordance vidéo-EEG et imagerie, d'accord. Et quand on a fait le PET scan, pardon, voilà, on voit très bien donc l'hypométabolisme du côté droit, d'accord, chez ce patient, d'accord, mais qui a une épilepsie a priori temporale plus. Ça veut dire on a des nystagmus au début de crise avec une sémiologie temporale. Ça a une zone épileptogène plus large. Un petit mot sur l'EEG de haute résolution. Donc, vous voyez que instaurer de la SEG au Maroc, ce n'est pas évident. Mais avec l'IRM et l'IRM fonctionnel, les séquences ASL, on peut ajouter peut-être l'EEG de haute résolution ou également le PET scan, c'est suffisant pour améliorer, donc pour opérer la majorité de nos malades. Je ne vais pas m'attarder sur, voilà, donc
Je termine avec ce patient de 22 ans, donc, qui a eu une MAV à l'âge de 7 ans, et donc un hématome opéré sur MAV, début des crises à l'âge de 16 ans, artériaux a montré une malformation vasculaire frontale gauche, à l'âge de 17 ans, traitement par radiochirurgie, donc, et au décours de ça, il fait une épilepsie, d'accord, avec des crises frontales. Oh, ça ne marche pas. Désolé, donc c'est une épilepsie frontale, d'accord, donc avec un foyer latéralisé du côté gauche. Donc, vous voyez l'imagerie du patient, donc au début, la MAV qui a été donc traitée par radiochirurgie avec des résultats très satisfaisants. Mais le patient a gardé une épilepsie frontale résistante. Donc, le patient a fait une SEEG avec une épileptogénicité frontale vaste. Après test de VADA, on a donc donc il a bénéficié d'une déconnexion frontale allant de la SMA à la région orbitaire avec lobectomie. Donc, le patient est libre de crise depuis cette intervention. Voilà le résultat l'IRM post-opératoire. En conclusion, donc, c'est juste insister sur ce qu'on a, avec la panoplie d'examens qu'on a. Vraiment, on peut opérer la majorité des patients grâce à l'avis du EEG, le bilan neuropsychologique, l'IRM. Si on veut ajouter d'autres méthodes, on peut ajouter le PET scan et le EEG haute résolution. Donc, je félicite l'équipe de FES et je vous remercie tous et je remercie tous les collaborateurs.